Namari et Meldonia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour une analyse d'épisode de la série des Anneaux de Pouvoir. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 6 nommé Udun. Udun qui fait référence à l'enfer, si on le traduit, et qui fait référence aussi à l'ancienne forteresse, enfin première forteresse du premier Seigneur des Ténèbres, aka Melkor, ou Morgoth, le noir ennemi du monde. Bien sûr, nous allons commencer par une partie sans spoil, qui sera très courte, et une partie spoil qui va être très longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, encore une fois. La vidéo ne devrait pas faire plus de 50 minutes, hein, mais bon, vous êtes là pour apprendre des trucs, enfin apprendre des trucs, vous êtes là pour écouter mon avis, de toute façon, donc je pense que vous êtes au courant. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur YouTube. Le chat, on dit bonjour à YouTube. Si vous voulez être présent lors des analyses avant tout le monde, et bah... venez sur Twitch, bien entendu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch et sur mes autres réseaux. Me donner votre avis en commentaire, bien sûr, sur ce que vous avez pensé de l'épisode et de ce que vous pensez de mes analyses, tout ça, au fur et à mesure, dans les commentaires, bien entendu. Et à partager mon analyse si celle-ci, vous la trouvez pertinente. Voilà. Et encore merci une fois aux Utipeurs et à ceux qui font des dons pour la chaîne. C'est très gentil de votre part, ça permet justement d'améliorer la qualité de celle-ci. Du coup, on est parti pour mon analyse au début, on va dire, sans trop spoiler. Même si ça va être compliqué. J'avais surtout discuté de ça vendredi matin, juste après justement la sortie de l'épisode, sans trop spoiler. Mais en gros, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, la direction artistique et musicale est toujours au rendez-vous. Ça, c'est un plaisir. Bien McCreary a fait des musiques qui sont vraiment, vraiment très bien et qui sont vraiment, bref, ça s'adapte. Voilà, c'est des musiques que je prends plaisir à écouter de plus en plus. Plus on avance dans la série, plus elles me plaisent. La direction artistique, bien sûr, est toujours au rendez-vous. C'est magnifique, ça a de la gueule, c'est beau, ça fait plaisir, c'est sûr. Bon, les costumes me piquent toujours autant les yeux. Hein, voilà, notamment les armures qui manquent cruellement de... Je sais pas, il manque une patine, il manque un petit quelque chose. Bon après, pour les armures numénoréennes, c'est logique, vu que tous les hommes qui ont été envoyés, ce sont avant tout des novices. Avec peut-être quelques vétérans au milieu, mais surtout des novices. Donc ils ont des armures relativement neuves. Donc c'est logique. Euh... Disons que la bataille de Tir Harad, elle pue la merde pour moi. Voilà. Hein, bah, pour moi, elle pue. Pour moi, elle est à chier. Voilà, elle est pas terrible. Il manque des choses. C'est mou. C'est mou. L'arrivée des Núménoréens est molle aussi. Alors je sais pas si c'est un spoil ou pas, étant donné qu'on nous le tease depuis le premier teaser, donc on se doutait qu'ils allaient arriver. Donc vous avez qu'à m'insulter en commentaire si vous pensez que c'est un spoil. Le dénouement de fin est très cool, même si au début ça me faisait bizarre. Les golasseries de Galadriel ne me dérangent absolument pas, parce que, bah écoutez, Legolas faisait des trucs aussi barges, voire plus barges qu'elle, et on fait chier Galadriel, alors qu'en fait, bah non, c'est bien. Il y a des actions assez intéressantes. Le Arandir que j'aime bien sa façon de se battre, j'aime bien comment Ismael Cruz Cordova a développé son personnage au niveau des chorégraphies de combat. Je vais zoomer un peu comme ça, vous voyez le chat. Regardez, c'est le chat. Le chat. Les chats. Ah, il y a les deux chats. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'était l'instant chat. Le combat, les discussions qu'il y a entre Hadar et différents personnages au fur et à mesure de l'épisode, j'ai trouvé ça plutôt cool. Le Halbrand qui fait que beaucoup de personnes se demandent encore si c'est pas Sauron, même si j'y crois pas une seconde que ce soit Sauron, mais bon. En tout cas, c'est une bonne montée en tension, de la violence et beaucoup de sang. La musique de Bill McCreary, bien sûr, est au top. La scène de poursuite à cheval et la scène de discussion entre Gadriel et Hadar était cool, était vraiment cool. Bon, bien sûr, beaucoup trop de sauvetage in extremis dans cet épisode. Des moments cringe de la part de la commandante des armées du Nord. Enfin, c'est un épisode qui arrive à convaincre par son action et ses effusions de sang. Même si, bon, l'action, elle est présente, mais me paraît un poil molle. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la baleine? Tiens, voilà la baleine. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, chat? Et si cet épisode parvient à nous tenir en haleine, il prouve encore la fragilité de l'écriture. Merci du sub, il y a pour les 3 mois de sub. Hello à toi, comment vas-tu? Il prouve encore la fragilité de l'écriture.
pouvant transparaître dans certaines scènes frôlant le cringe, hein, voire même dans le fait que ce ne soit pas Sauron qui éveille le Mordor, mais en fait le vieux tavernier du coin. Donc, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous, le chat? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, le chat? Enfin, je crois que j'ai fait un petit spoil sur la fin. Enfin bref, de toute façon, on va parler vite, on va directement passer à la partie spoil finalement, parce que il y a beaucoup trop de trucs à dire. Il y a beaucoup trop de trucs à dire et je peux pas me retenir. Je peux pas me retenir de ne pas spoiler. Là, ouais, bon bref. Partie spoil, c'est parti. La flemme de continuer de faire sans spoil. Là, c'est bon, j'en ai marre. On va faire la partie spoil de l'enfer. Alors, pour commencer. Là où les précédents épisodes effectivement étaient relativement mous, lents, hein, c'était assez lent, ça mettait du temps. On va me dire ouais, mais c'était pour faire entrer les personnages, pour les faire découvrir tout ça, qu'on comprenne comment ils sont. Excusez-moi, mais 5 heures pour présenter des personnages, c'est assez abusé. Dans les films de Peter, je suis désolé, mais la communauté de l'anneau nous a présenté 9 personnages principaux, plus les secondaires à côté, en l'espace d'une heure. Enfin, 1h20, enfin 1h30 dans la version longue et environ 1 heure dans la version courte. Vous n'allez pas me dire qu'en 5 heures, ils n'étaient pas capables de présenter tous les personnages. Donc, épisode qui était ma foi très long, très lent à se mettre en place. Et là, effectivement, l'épisode 6, tout s'accélère. Tout va super vite, plein de choses comme ça va tellement super vite qu'on a des incohérences de temporalité et de logique. On va commencer dans l'ordre avec, le premier plan qui nous montrait, enfin premier truc, oui effectivement, qui nous montrait simplement les bateaux qui arrivaient justement avec le lever de soleil à l'ouest vers les terres du milieu. On voit pas les orques se relever de la tour. On va en discuter après de ça. Donc, les Numenoréens qui arrivent par la mer avec Tarmiriel dedans. Alors, va savoir où se trouve sa cabine à elle, dans quel bateau, parce que franchement, moi je suis désolé, mais t'as la reine qui arrive sur un bateau. T'es quand même t'as au moins un bateau beaucoup plus balèze que les autres. Quand t'es reine. Enfin, t'es la reine, quoi. T'es censé avoir un bateau royal, plus balèze, avec plus d'hommes dedans. Bon, bref. Voilà, ça. Ouh, trop tôt. Donc, le bateau. Bien sûr aussi. Voilà, un truc qui m'avait particulièrement dérangé, c'est que dans la version originale, il parle du fait qu'ils mettront un jour pour monter le fleuve et pour arriver là-bas. Encore, une journée entière. Hein. Dans la version française, il parle de 4 jours. Donc déjà, la version française et la version anglaise, hein, je pense que les traducteurs français se sont dit un jour, ça paraît un poil osef. Mais 4 jours, c'est pas mieux. Hein. Parce que quand même, vous arrivez par bateau, ok. Il faut passer les bouches de l'Anduin, remonter l'Anduin, remonter ensuite la rivière qui est ici, qui mène plus ou moins à ce qui semblerait être Ostirith, Halbrand, enfin Tir Arad, tout ça. Il faut débarquer le matériel, débarquer les chevaux. Ah, il faut débarquer les chevaux. Vérifier qu'on ait le matériel qu'il faut, qu'on n'ait pas perdu de choses, faire l'inventaire, envoyer ensuite des éclaireurs pour vérifier s'il n'y a pas d'ennemis sur le chemin. Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont aller se battre. Étonnamment, les personnages sont sûrs et certains qu'ils vont taper sur la gueule d'orques. Alors que si ça se trouve, ils venaient et il n'y en avait pas. Allez savoir. Vu que Galadriel ne sait pas du tout sur quoi ils allaient tomber. Ni Halbrand, concrètement. Enfin, si Halbrand, bon, il disait qu'il s'était barré machin, qu'il y avait des orques et tout. Dans mon souvenir. Mais bon, bref. C'est assez au pif. C'est le pifomètre qui arrive. Ils arrivent et voilà, ils font tout ça en l'espace d'une journée et ils arrivent en mode renfort, en mode grosse cavalerie qui arrive vraiment à pleine balle et qui te sauve la bataille en mode YOLO quoi. Enfin c'était assez, je sais pas, je suis désolé mais on peut pas arriver en si peu de temps. La temporalité est broken. On peut pas arriver en si peu de temps de là à ici. En sachant qu'en plus, il peut pas y avoir qu'un seul village. Parce que roi des terres du sud, ça veut dire quand même qu'il y a pas mal de villages, de petites cités à droite à gauche. Qui est censé y avoir des trucs. Et là, on connaît 2 villages. Le premier village, machin, où vient le Waldred, je crois que c'est l'aubergiste, je sais plus. Et le village de Tir Arad avec la tour de Ostirith. Comment les mecs arrivent là, à passer les montagnes, puis à traverser de l'autre côté. En chevauchant comme des tarés avec des chevaux. Je suis désolé, mais les chevaux aussi fatiguent. Donc, ce n'est pas cohérent. On a des problèmes de temporalité qui sont énormes. Après, on va me dire, ouais, mais c'est peut-être que les histoires évoluent différemment et que là, toutes les temporalités se regroupent au même temps. Oui, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit visible dans la série. Il faut que ce soit
il faut que ce soit remarquable. À aucun moment, en ce qui me concerne en tout cas, je sais pas vous, mais moi en ce qui me concerne, à aucun moment, je n'ai vu quelque chose qui s'apparente à une histoire à une histoire qui est divisée en plusieurs temporalités et qui à la fin se regroupe. À aucun moment. On voit clairement que le premier plan, quand ils arrivent par bateau, là, c'est le lever du jour. Hein? Il y a la bataille de Tir Harad la nuit précédant ce jour-là. Enfin, il y a l'espèce d'embuscade chelou à Ostirith où ils détruisent la tour. Puis ce plan-là, puis ensuite la journée entière, puis après la bataille de nuit, puis eux ils arrivent le lendemain. Donc genre, ils ont eu en gros une journée et on va dire une nuit. Donc on va à peu près, allez, disons, vu qu'ils arrivent au lever du jour, environ 30 heures pour arriver. Je suis désolé, mais tu remontes l'Anduin. L'Anduin, c'est quand même le fleuve le plus bas de la Terre du Milieu. Tu remontes à contre-courant. T'as le vent. Enfin, même si t'arrives avec le vent, faut que t'as le contre-courant, faut le remonter le fleuve. Donc tu peux pas arriver aussi vite. C'est pas possible. Alors certes, c'est un détail. Mais dois-je vous rappeler que ce qui rend l'univers de J.R.R. Tolkien si tangible, c'est parce que c'est bourré de détails. C'est bourré de détails. Tout est expliqué. Ça a beau être un univers de fantasy, si on le transposait dans notre monde, vous enlevez la fantasy, c'est l'histoire de l'humanité, c'est une véritable histoire fonctionnelle, cohérente. Maintenant, vous rajoutez tout ce qui fait aspect fantasy, les créatures magiques, la magie, les phénomènes paranormaux. C'est la Terre du Milieu. Donc oui, c'est un détail, mais moi, c'est un truc qui me sort. Personnellement, c'est un truc qui me sort. Tu vois, les mecs, ils arrivent ultra rapidement, tu fais non. Comment vous faites pour être là aussi vite? Donc voilà pour les incohérences, pour moi. Voilà pour une incohérence assez chiante. C'était sur le Discord aussi, tiens. Voilà, un autre truc, c'est qu'effectivement, pour la bataille de nuit, en tout cas la première nuit, ils choisissent de détruire la tour de Ostirith pour buter Adar et les orques. Ok, c'est une stratégie. Cependant, pourquoi sacrifier une position stratégique balèze comme ça? Attendez, vous êtes en hauteur, vous êtes sur un promontoire. Vous avez l'ennemi, vous avez le temps de le voir, de l'allumer à coups de flèche, de l'affaiblir comme c'est pas permis, avant même qu'il arrive à la porte pour la défoncer. Vous avez une position stratégique, vous pouvez vous mettre là et tenir comme c'est pas permis. Et non, vous choisissez de détruire la tour et de vous barrer pour vous dire on va se retrancher dans le village de Tir Harad. Cette taverne sera notre donjon. Allez vous faire enculer. Où est la logique? Il n'y a aucune logique de stratégie martiale. Et puis attendez, c'est le Arondiel qui fait ouais, on va faire ça comme tactique, on va faire ça machin. Non, ce n'est pas logique. Absolument pas. On dirait la bataille de Winterfell. Pareil. Bataille de Winterfell, on met toute l'armée devant, même pas on fait une stratégie qui entoure le camp pour tout protéger partout, pour protéger toute la forteresse, non, on envoie toute l'armée devant, et on envoie tous les Dothraki en première ligne qui sont quoi? De la cavalerie légère. Et on les voit la cavalerie légère se faire défoncer par les morts, alors que la cavalerie légère est là pour harceler sur les flancs, attaquer de tout partout. Même merdier. Donc je pense qu'il faudrait quand même que la série, pour les prochaines saisons, fasse appel à des conseillers historiques et militaires. Pour que ce soit un peu plus logique et qu'on arrête de nous faire des combats à la Hollywood. Parce que, putain, faire des batailles de formation, je suis désolé, mais ça s'est déjà vu au cinéma, et ça rendait super bien. Je vous prends l'exemple d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, ce film est une masterclass, pourquoi? Parce que ça représente... Mais qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure? Ça représente, bien comme il faut, les batailles en formation. Là, la stratégie dans cet épisode n'a aucun putain de sens. Elle est à chier. Mais qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il t'a... Tu sais pourquoi il m'énerve? Voilà, il veut ça. Un petit bout de papier. Tiens. Va jouer. Donc non, ce truc-là de sacrifier Ostirith, qui est une position stratégique fortifiée, avec l'avantage de la hauteur, c'est débile. Je suis désolé, mais transposer ça dans notre monde. Les châteaux, ils sont construits où et comment? En hauteur, bordel de cul. Pourquoi à la hauteur? Pour voir l'ennemi arriver de loin et pour pouvoir le savater le temps qu'il arrive. Avec des archers, des arbalètes, des projectiles. Putain, les mecs, ils ont l'avantage d'avoir une tour de ouf pour pouvoir défendre le secteur. Et non. Vas-y, on sacrifie ça. Et on retourne vers le village qui est indéfendable, qui a pas de barricade, y a rien.
Donc moi, quand j'ai vu ça, ça m'a sorti. Moi ça m'a sorti parce que j'ai vu un truc totalement illogique. Qui est débile. Sacrifier une position stratégique pour entrer dans un village de merde. Merci Snax Zoman, comment vas-tu? Bienvenue sur le Twitch. Donc, sacrifier ça en se disant ouais on va tuer Hadar et Arondir. Et surtout la question aussi que je me pose, ils sont passés par où les villageois pour faire tout le tour comme ça? Parce que concrètement on nous a pas parlé une seule seconde dans l'épisode précédent, dans l'épisode 5, d'un quelconque autre passage pour que justement ils puissent faire le tour et passer inaperçu aux yeux des orques. À aucun moment on voit ça, c'est vraiment les gars, ils sont là dans l'épisode 5, ouais, ils regardent la tour. On a le plan ensuite avec les Numénoréens et Galadriel qui quitte Numénor. Et ensuite on revient là-dessus. Non, non, ce n'est pas logique. Explication nulle, si tu n'as pas de bons archers, l'avantage de la hauteur ne sert pas à grand chose, je tente de sauver le coup. Non, c'est débile, même ça c'est débile. Merci du coup du sub, Sneaxoman. Merci du sub. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de bons archers que la hauteur ne sert à rien. T'as pas de bons archers? Ok. Tu balances des cailloux? Tu balances des blocs? Tu balances tout ce que tu peux pour ralentir l'adversaire, pour le blesser. C'est pas comme si c'était impossible. Et puis t'as pas de bons archers, je suis désolé, mais dans l'épisode, on voit quand même les gars, ils tirent, c'est des pécores, hein. Ils sont entraînés en une journée par Arondir, ou même à une journée et une nuit peut-être, et ils arrivent quand même à t'allumer des orques. Combien pas de me dire qu'ils sont pas des bons archers. Argument invalide. Voilà, trop longtemps que je mate une honte, j'étais même pas follow. Ah! Justement, Hadar ne s'y attendait pas, Arondir a tué une bonne partie de l'armée. Une bonne partie de l'armée, c'est pas l'impression que j'ai eue. On voit des orques qui sont défoncés, ok. Et quand ils reviennent, tu vois autant d'orques qu'avant. Sur les plans où les mecs ils arrivent. Mais même ça, Elrohir, la bataille n'a aucun sens. Et ils tuent leur propre peuple. Oui, mais peu importe, ils tuent des ennemis, on s'en fout qu'ils tuent leur propre peuple. Ouais, psychologiquement, ça fait mal. Effectivement, le moment où ils se rendent compte qu'ils butent les gens de chez eux qui ont trahi, ok, ça fait mal. Mais ça change rien à la stratégie. C'est totalement débile d'abandonner une position stratégique. Ça ne change strictement rien. Tu n'abandonnes pas une position en hauteur, avantageuse as fuck, avec une autre tour encore en plus, et des remparts quand même, la position est fortifiée. Tir Arad n'est pas fortifié, c'est de la merde. Donc cette bataille, cette bataille m'a tiré, est attirée par les cheveux. Et les gens qui ont fait la comparaison, aussi, et les gens aussi, entre la bataille du gouffre de Helm et Tir Arad, non. Ouais, il y a de la préparation, ok, d'accord. Mais il n'y a pas la même tension qu'au gouffre de Helm. Clairement pas la même tension. J'ai pas senti la même tension. Niveau tension, c'était pas ouf. Donc encore une fois, moi je vous le dis, il aurait été beaucoup plus logique de garder ça là-haut. Et là la tension était même meilleure. Là on a vraiment une meilleure tension en termes de gouffre de Helm. Parce que c'est vraiment endroit barricadé. Ils ont aucune chance de pouvoir s'échapper si ils ne restent pas là-dedans. S'ils restent là-dedans. Mais en même temps, ils ont énormément plus de chances de survivre et de tenir plus longtemps s'ils restaient dans la forteresse plutôt que descendre comme des clans. Et être à portée de tous. Parce que le village de Tir Arad, quand même, quand on regarde le village de Tir Arad, il y a une forêt à droite, une forêt à gauche, 2 secteurs. Excusez-moi, mais les orques, où est-ce qu'ils sont sont bien là? Dans la forêt, non? Donc dans la forêt, ils arrivent, à l'abri des flèches, et vas-y, on t'attaque. Parce que c'est ce qui arrive, hein. On voit que la première ligne, c'est les hommes mauvais qui attaquent le village, qui sont un peu poutrés avec des orques au milieu, et le deuxième assaut où c'est des orques qui surgissent littéralement des fourrés. Pas étonnant qu'ils se fassent défoncer. Puis toujours cette idée de la taverne sera notre donjon. Arrêtez vos conneries. La taverne sera notre donjon, mais y a pas plus con comme idée. Les mecs avec des torches qui foutent le feu à la taverne, les gens avec. Et les pays la récupèrent après. Donc cette bataille la bataille de Tir Arad n'avait aucun sens. Niveau stratégique et logique, ça n'avait aucun putain de sens. Par contre, les duels les combats contre Arondir étaient relativement sympas. Parce que les orques, on sentait la brutalité des orques, ce qui était cool. Et notamment l'orque qui se fait poignarder l'œil. Et qui continue d'essayer de buter Arondir. Qui pisse le sang. Le sang qui s'écoule sur Arondir. Même Peter Jackson, il aurait pas fait ça dans les films. Bah ça j'ai bien aimé. Ça a maintenu une tension du Arondir qui a été crevé. Bon bien sûr elle avait pas crevé parce que bon quand on a vu les teasers on savait qu'elle allait pas mourir.
Mais bon. Bronwyn qui se prend une flèche juste au-dessus de l'épaule, elle aurait gagné à mourir. Faire buter le personnage aurait été très malin au niveau scénaristique et au niveau dramatique. Et ils ont pas buté Bronwyn. Et moi je pense qu'ils auraient dû le faire. Ça aurait été bien mieux au niveau scénaristique. C'est que Galefarn content d'enfin avoir le temps de passer sur Twitch. Ah ah, bienvenue Samy, bienvenue. Oui, c'est critiqué la série Liquide. Et aussi on en parle des armures des Núménoréens. Personnellement elles font vraiment pas, comment dire, stylées, mais plus en mousse, plastique, je sais pas ce que tu en penses. On va en parler après les armures Núménoréennes. Enfin j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne des problèmes des armures. Mais bon. En tout cas, le fait qu'après les orques ils arrivent, ils entrent dans la taverne, ils te bloquent tout le monde, ils commencent à buter des gens au hasard pour faire dire à Arandir donne-moi l'épée, petite merde. Theo qui, pour sauver sa mère, décide de donner l'épée à Hadar parce qu'il a vu où Arandir l'avait planqué. Donc bon, j'ai bien aimé ça, c'est vraiment le Theo qui dit putain, je veux pas que ma mère meure. Parce que sa mère est menacée à la fin, et finit par être menacée. Et il le donne. Hadar qui est content. Sauf que Arandir et Hadar, comme ce sont des elfes, ont l'ouïe plus développé. Et c'est ce qu'on nous fait ressentir dans l'épisode. Et ça j'ai bien aimé. Ils ressentent la cavalerie núménoréenne qui arrive. Ils la ressentent. Et on arrive avec une charge de cavalerie qui fonce comme des bourrins. Et pour finir ensuite sur un petit pont et à passer gentiment au travers. Non. C'est parce que t'as le petit pont, ouais c'est bien. Mais excusez-moi, le petit ruisseau, ça veut dire qu'ils peuvent pas passer genre tous ensemble, ça ralentit un peu puis tu recharges derrière. Enfin je sais pas. Et la cavalerie qui arrive à pleine balle, après soi-disant une journée entière de cheval, et de bateau dans les pattes encore. 4 jours dans la VF. Non, encore une fois, on retourne au début de la vidéo. Enfin du live du coup pour vous le chat. Non, ce n'est pas cohérent. C'est pas cohérent, la temporalité est à chier. On ressent pas... Enfin bref, c'est bizarre, on finit sur un... Sur des combats. Après, les combats sont intéressants, mais sont mous. On ressent que c'est mou. Par contre, on sent qu'ils ont bien poussé le côté hémoglobine, parce qu'on voit bien plus de gerbes de sang que encore dans le Seigneur des Anneaux. Un orc se fait décapiter, un orc se fait couper un bras, ça saigne plus. Bon, voilà. Mais oui, après, bon... Les Núménoréens... Sans bouclier, les lanciers? Pas de bouclier pour la cavalerie? Alors, je veux bien que ce soit Núménor. Je veux bien qu'ils aient des putains de piques de 2,50 m. Mais en face, tu sais pas ce qu'il y a. Et les Núménoréens, dans les livres, sont réputés pour être surarmés. Être lourdement équipés en armure. Alors, ça a beau être de la cavalerie, même la cavalerie núménoréenne, qui n'existe pas d'ailleurs dans l'univers d'Inter du Milieu, parce que la cavalerie núménoréenne, il n'y en a pas. Ils montent à cheval chez eux, mais pas pour faire la guerre. Vous savez, on en avait parlé la semaine dernière. Ils montent à cheval, pas pour faire la guerre. Ils se servent d'autres peuples pour faire la guerre à cheval. Le reste du temps, c'est une infanterie à pied lourde et de très bons archers. Et on nous explique quand même qu'ils sont censés être lourdement équipés. C'est dans les Apanies, ça. Donc, on le sait. Hein, voilà. Donc bon. En tout cas... Voilà, j'ai quand même... Après, bon, les combats sont intéressants, les orques qui partent en tous les couilles, mais il y a un truc qui cloche. C'est que, dans les autres épisodes, on nous met que les orques craignent le soleil as fuck et qui crament. Et là, on les voit tous dehors, en pleine journée, et ils souffrent pas. Parce que dans les épisodes précédents, on voyait clairement qu'il y avait des scènes où il y avait des nuages, et que malgré tout, ils cramaient. Donc, soit c'est juste un putain de fort accord, soit, encore une fois, c'est une incohérence à la con. Ou soit alors, j'ai mal vu, et les orques, quand il y a des nuages, ils sont plus tranquilles. Je parle dans la série, hein. Parce qu'après dans les films, on le voit ça dans les films, les orques quand il y a des nuages, ils sont moins craintifs au soleil enfin dans les films pardon, voilà. Enfin bref, c'est nuageux as fuck. Oui, bon après on voit que c'est nuageux, mais quand même, je me pose la question parce que on voyait quand même dans les autres épisodes qu'il y avait des nuages et que malgré ça les orques ils appréciaient pas. Donc c'était assez bizarre pour moi. De mon point de vue, la Bretagne est orc friendly, c'est ça. La Bretagne, c'est un pays d'orques. Bon, encore une fois, les golasseries de Galadriel m'ont beaucoup plu. Parce que après, c'est cohérent par rapport au personnage et surtout à ça. Oui, c'est devenu le terme habituel, ça, les golasseries. Les trucs qu'elle fait, Galadriel, me plaisent beaucoup. Moi, j'ai bien aimé. Les esquives, d'arts de flèche, tout ça. Le fait que celui-là va lui trancher un bras ou la tête en étant dans cette position.
Bon, c'est chelou niveau position pour se battre. Mais c'est classe. Hein, faut le dire. Ça a de la gueule. Voilà, moi j'ai bien aimé. Les chevaux en sueur, c'est ça. Et comment la cavalerie a su exactement où aller. Mais exactement. Genre, ils ont beau avoir une carte. Comment ils se doutaient qu'il fallait exactement venir là. À ce moment précis. Deus Ex Machina, ma gueule. Deus Ex Machina. Donc les combats. J'ai au niveau costume. Pour parler des costumes, j'ai énormément aimé le casque de Tarmiriel. Il y en a beaucoup qui ont fait, ouais, c'est quoi ce casque, elle est débile et tout, ça ressemble à rien. Sauf que c'est totalement cohérent parce que historiquement, on a des sources de casques de ce type. Je vais essayer de vous trouver ça. Le cadre ici, le casque de l'empereur Aurelius, je crois. Le casque de l'empereur Aurelius. Est-ce qu'on a ça? Alors non, ça c'est pas les bons casques. Attendez, je vais le retrouver sur Total War. Puisque c'est bien représenté sur Total War Rome 2. Bon, Aurelius, Total War Rome 2. Je crois que c'est ça, c'est Aurelius qui s'appelle. Aurelian, pardon, voilà. Je vous montre. Voici un casque avec en forme solaire, avec même un visage devant. Et c'est un type de casque qu'on sait que cet empereur, que l'empereur Aurélien, donc Aurelius, a porté. Enfin, un des nombreux empereurs que Rome a connus. Mais voilà. Avec un casque, ça a existé. Donc, les gens qui râlent pour ça, j'ai pas compris. Pourtant, c'est très malin. C'est la reine. Númenor est un pays qui vénère, qui a quand même le soleil comme emblème. Donc avoir un casque représentant les rayons du soleil, c'est super sympa. Bon, après, quand même, le gros bordel. Après, quand même, ce qui reste quand même comme gros problème, c'est que Númenor a des armures qui font complètement Rohirrim et pas Númenoriennes. Il y a un cachet, un pattern qu'ils auraient pu faire pour les armures Númenoriennes qui n'est pas là. Et je trouve ça vraiment dommage. Ils auraient pu faire des trucs vachement plus sympas. Un peu. Ils auraient pu faire à la manière des armées, qu'on voit dans le prologue du Seigneur des Anneaux. Avec les armées du Gondor, enfin les types d'armées Gondor arnoriennes, avec les Noldor qui combattent durant la dernière alliance. Ils auraient pu faire un truc comme ça. Et ça aurait été vachement plus classe. Bon, ils ont fait ce choix-là. Pourquoi pas. Les armures sont très Rohirrim de toute façon, c'est des casques Rohirrim. Enfin, il y a rien y a rien pour moi qui sonne vraiment numénorien. Après, j'en avais déjà parlé. Les armures d'écailles, c'est cohérent quand même parce que c'est un peuple maritime. Le poisson a des écailles, donc c'est cohérent au niveau de l'armure. Mais bon, ça ne serait pas justement un clin d'œil au Rohan. Je pense qu'ils ont fait un clin. Hein? Les poissons, ça a des écailles. Sans déconner. Mais pourquoi il a là une baleine, lui? Bon, c'est pas grave, tiens. Tu la couvres, mon bébé chat. Oh là là, oui. Merci. Du coup, bref, les armées núménoréennes me tirent par les cheveux parce qu'ils pourraient avoir un équipement bien mieux et même leur gambison est pas ouf. Après, bon, leur gambison, donc le gambison c'est la protection matelassée qu'on porte sous une armure normalement, ça, ce genre de modèle. Ce que j'aime bien, c'est que leur modèle à eux, ils ont un modèle un peu en, un peu en damier. On avait parlé la semaine dernière, mais voilà, donc je vous montre. On voit, ça fait un modèle un peu en damier, sauf que c'est un modèle en écaille. Ce qui est très étrange, mais bon. Du genre, le Rohan s'est inspiré de Númenor. Oui, mais sauf que le Rohan ne connaît pas Númenor. Parce que le Rohan n'existe pas encore. Il faudra attendre. Enfin, après, en gros, la chute de Númenor se passe 2700 ans environ après la chute. La fondation du Rohan. Donc non, ils ne peuvent pas s'inspirer. C'est pas possible. Parce qu'ils ne les ont pas connus. Ils n'ont jamais connu parce que le Rohan n'existait pas encore. Même les peuples qui descendent des Rohirrim ne les connaissaient pas encore. Donc non. Mais bon, les combats étaient un peu mou tout ça. La poursuite de Galadriel avec Hadar était très cool, notamment à un moment donné où elle parle à son cheval en lui disant Norolim, dépêche-toi ou cours vite en Sindarin, qui fait complètement écho à la scène de Arwen dans la communauté de l'anneau quand elle dit à son cheval Asfaroth Nororin Asfaroth, Norolim. Donc ça j'ai bien aimé, ça fait petite référence genre de la grand-mère à sa petite fille, parce que oui, Galadriel est la grand-mère de Arwen, hein, rappelez-vous.
La poursuite était intéressante, mais il y a quand même un truc qui m'a choqué, qui m'a sorti de la scène. Le Halbrand qui sort de nulle part. Genre t'as une grosse course poursuite en pleine forêt, et genre t'as Halbrand qui surgit. Ta gueule c'est magique, il débarque. Avec sa lance, il t'arrête net un cheval, même pas en plantant le cheval pour le faire tomber, ce qui aurait été cohérent. Non, c'est, il tend la lance, il la tient, genre, mais, enfin, je vous montre. Genre, il prend sa lance, il arrive, et il te fait un bras tendu de l'enfer, et il t'arrête le cheval comme ça, sans se péter le poignet, le cheval tombe. D'accord. Donc toi, t'arrives à arrêter un cheval de 300 kilos qui avance à 40 km à l'heure avec ton poignet. Tout à fait, ta gueule c'est magique. Après, Ça n'a aucun putain de sens. mais t'as pas compris. Quoi, qu'est-ce que tu vas me sortir comme idée? La semaine dernière, Quoi la semaine dernière? c'était l'épisode de l'inventaire. Là, cette semaine, c'est l'épisode du TP. Ah oui, c'est vrai, la semaine dernière c'était l'épisode de l'inventaire, la Skiri, mais là c'est le TP. Effectivement. Parce qu'il y a les bateaux qui se TP. On comprend pas mon cul. Il y a le numéro 1 qui se TP. On comprend pas. C'est pas grave, tu répéteras. Il y a le numéro 1 qui se TP. Et après, il y a l'autre con là de Aragorn de Wish là qui se TP aussi. 300 kilos, t'es gentil, c'est plutôt 500. Non, 500, on va être sur un percheron quand même. 300 kilos, c'est pas mal pour un cheval. Enfin, j'exagère au niveau des chiffres, mais vous comprenez. Donc le Halbrand est capable d'arrêter un cheval en plein vol. Et non, Halbrand, c'est pas Sauron. Je persiste à dire que ça peut pas être lui. Ça peut pas être lui parce que Sauron à notre connaissance, n'a jamais vraiment pris forme humaine. Enfin, à ma connaissance, j'ai un doute quand même, mais bref. Dans l'univers à terre du milieu, on ne le découvre pas sous forme humaine, on le découvre sous forme elfique, en tant qu'Anatar. La première occurrence de lui, c'est sous la forme d'Anatar dans les bouquins. Donc non. Donc le Halbrand qui t'arrête un cheval en plein galop comme ça, d'accord, va te faire foutre. Tout à fait, allez vous faire enculer, tout est possible. Il part déjà 30 secondes après les autres, et il se retrouve devant. Oui, alors il part 30 secondes avant les autres, ok. Sauf que c'est pas à lui qu'on dit que Hadar s'est barré, c'est à Galadriel. Donc, que Halbrand ait vu Hadar, peut-être, mais dans ce cas, expliquez-le nous, montrez-le nous. Parce que là, concrètement, quand j'ai vu l'épisode, c'est juste Halbrand disparaît, ok. Galadriel, on lui dit Hadar est parti, elle le poursuit, elle voit Hadar se barrer. Et après, t'as Halbrand qui a le temps de faire tout le tour de la map, arriver devant eux, alors que Galadriel et Hadar sont. Alors que Galadriel course Hadar, mais dans le même chemin depuis un moment. Donc cette scène-là n'a pas de sens. Voilà. Hadar qui est vraiment en mode t'es qui? Voilà, parce que Halbrand il est en mode tu te rappelles pas de moi? Tu te rappelles pas de moi? J'ai buté ta femme? J'ai buté tes enfants peut-être? Un truc dans le genre? Galadriel qui fait calme-toi 2 secondes, petite merde! On faut qu'on l'interroge! Donc bon, j'ai bien aimé parce que vraiment le côté de Hadar qui commence à parler, Galadriel qui fait ta gueule! Vraiment, c'est ta gueule! C'est moi qui parle! Ok, madame! J'ai bien aimé, là on a ressenti vraiment le côté de Galadriel. C'est moi la patronne! Pote! Sauron peut changer d'apparence à volonté, oui, mais bon, si dans la série ils nous font Halbrand, qui devient roi d'ailleurs, là c'est officialisé, Halbrand est le roi des hommes du Sud. Hein, s'ils nous font ça, je suis désolé, c'est pas logique. Là, plus on avance, plus le Halbrand pour moi, ça va être le futur roi de l'armée des morts. Ou alors un Nazgûl, c'est encore possible aussi, tout comme pour Theo aussi, je pense que Theo dans la série pourrait devenir un des futurs Nazgûl, parce que vu son attrait qu'il a pour l'épée, et cette épée qui, quand il en parle à Arondir, que quand il a cette épée en lui, il a l'impression de puissance, et il sent qu'il peut défendre sa famille et les gens qu'il aime, je pense que Theo deviendra peut-être un Nazgûl à l'avenir, dans les saisons prochaines. Halbrand, c'est possible qu'il puisse devenir un Nazgûl aussi, parce que bon, il deviendra un roi, et on sait que la plupart des Nazgûl étaient tous les Nazgûl étaient tous des rois, de ce qu'on sait, ou du moins des grands seigneurs. Mais pour l'instant, je penche quand même toujours vers le roi de l'armée des morts. Parce que notamment au niveau de son armure, il y a des pièces, il y a des morceaux de son équipement qui me font vraiment penser à des pièces d'armure du roi sorcier. Mon ami, Oui. est-ce que t'as vu mes AirPods? Non. Je cherche quelque part. Je sais pas. Donc, du calme. Donc, qu'il soit Halbrand, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Enfin, qu'il soit Sauron, pardon, je n'y crois pas trop. Qu'est-ce que je voulais dire? Je n'y crois pas trop. Oui, il y a un chat qui a la tête dedans. Bien entendu,
bien entendu, bon, le Halbrand qui devient quand même comme ça m'étonnerait, mais bon, bref. Bon, je suis en train de chercher une photo qui, enfin, la théorie d'Halbrand, mais bon, j'arrive pas à retrouver. Ça va être chiant. Aussi, du coup, il y a la discussion. Avec le brassard. Oui, on a une photo où on voit justement une partie de l'armure de Halbrand avec des formes d'anneaux, et on a une autre photo qui est tirée de la trilogie de Peter Jackson. On voit une armure justement avec des anneaux sur les côtés. Sauf qu'on justement on le voit porter un truc un peu en bandoulière. Mon cœur, s'il te plaît, tu peux arrêter. Oui. Fais un câlin. Miaou. Oui. Mais connard. Ah bah il était là. Mais ouf tes Mais yeux. je le vois pas, il y a un chat dessus. Mais ouf tes putains d'yeux. Mais c'est pas vrai. Hadar a tué Sauron, Halbrand a battu Hadar, donc Halbrand et Sauron. Oui, il y a l'idée aussi que quand Galadriel discute avec Halbrand, avec Hadar quand il est prisonnier, quand Galadriel parle avec Hadar quand il est prisonnier, il commence à faire vous êtes forcément aux ordres de Sauron, machin. Oui, mais moi Sauron je l'ai buté. Mais bien sûr, t'as tué Sauron, toi, un pauvre elfe. T'as buté un dieu, enfin une forme de dieu, un maillard. Un Maya. Des Maillards, un Maya. C'est comme si moi je te disais, j'ai enculé Yavanna. Voilà, c'est littéralement la déesse, la valier de la nature, tout ça, mais genre, moi voilà, je me suis tapé Vaiana. Yavanna. Yavanna. Bref, ça me paraît totalement impossible. Donc, mais j'ai bien aimé la discussion. La discussion aussi de Galadriel avec lui, qui parle du fait que vous êtes un orc. Non, nous on préfère le terme Uruk, s'il vous plaît. Bon, Uruk, ça veut dire orc dans Parler Noir, donc c'est un peu la même merde. Et qui parle justement de la création de ceci, et qui te dit, vous êtes un des premiers elfes qui sont fait torturer par Melkor, vous êtes un Moriondor, donc ça c'est un terme pas canon, hein, c'est pas canon à l'univers, c'est un terme inventé pour la série, parce que ça fait référence plutôt au peuple de ce qu'on appelle les Quendi, les Avari, donc les elfes qui ont refusé de rejoindre, de faire le trajet jusqu'à Valinor. Et on sait que c'est de ces elfes-là, dans les légendes elfiques en tout cas, que les orques apparemment seraient venus. Oui. Bisous, je t'aime. Bisous. Je pars Travailler. au travail. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. À ce soir. À ce soir. J'avais une question, mais je sais plus ce que c'est. Oui, bah réfléchis à ta question. Et Morphy Clark, quand elle est filmée par un bon réalisateur, elle est pas mal en fait. Oui, et je vous avoue que la réalisatrice, c'est une réalisatrice suédoise d'ailleurs. Vraiment, l'épisode était bien filmé quand même. Les plans étaient cool. Donc c'est un épisode qui, au niveau cinématographique, était vraiment très agréable quand même à regarder. Hormis les incohérences habituelles du scénario, mais bon, le scénario est un peu branlant de base. Monsieur Chi. Posez la relique de chat. C'est le chat. Hadar qui passe limite pour un gentil qui veut juste un foyer pour ses enfants pendant que Galadriel menace d'un génocide. C'est un peu ça. Merci, tu vas cracher autre part. Donc oui, effectivement, Galadriel qui passe un peu pour une grande tarée génocidaire alors que Hadar elle veut des trucs pour son peuple. C'est vrai que dans cette scène-là, on a l'impression, on est plus pour le Hadar qui est vraiment en mode, moi je veux juste un coin pour mes gens. Voilà. Galadriel et Anakin Skywalker. I have the high ground. Donc bon, c'est vrai que c'était assez amusant. Allez, bisous à ce soir. À ce soir. Et Galadriel qui pète un boulon qui se dit tiens, et si je te butais maintenant? Hein? Si je te butais? Hein? Autant me débarrasser de toi, c'est peut-être Sauron. Je t'aime à ce soir. L'épée de Hadar. L'épée de Hadar. Tu sais, Galadriel et sa fameuse moustache carrée. Quoi? Qu'est-ce qu'on va raconter comme connerie? Donc bon, le moment qu'elle va le buter, tout ça. Enfin, j'ai bien aimé la discussion et vraiment le conflit du et moi. Enfin, qu'est-ce qu'elle dit déjà? They are not. Ça, elle dit, ce ne sont pas des enfants, ce sont des esclaves. But seulement, ils ont tous un nom et un cœur que de Hadar. Donc on a même pitié des orques. Ouais, mais ils ont tous été créés, un cœur créé par Morgoth et Hadar qui rétorque par un truc totalement vrai. Hein. Nous sommes tous des créations de l'unique, des créations de l'unique, le maître du feu secret, tout comme vous. Donc là, il parle de Eru Ilúvatar, le créateur de tout ce qui existe, parce que seul Eru Ilúvatar, donc le créateur du monde, est capable d'insuffler ce qu'on appelle le Féa, donc l'âme, la vie. Parce que je prends l'exemple des nains. Quand Aolei, le Vala de la Forge, ancien patron de Sauron et de Saruman, hein, deux gars qui ont mal tourné, pauvre Aolei, quand celui-ci a créé les nains, parce qu'il était impatient de voir les enfants d'Ilúvatar, donc les elfes, puis plus tard les hommes, par impatience il a créé la race des nains. Mais quand il les a créés, ceux-ci ne bougeaient que quand Aolei pensait à eux. Et Eru Ilúvatar a dit à Aolei, quand il l'a repéré, il lui a fait hey,
tu vas me supprimer tes trucs parce que je suis pas d'accord. Hein, il y a que mes enfants qui doivent arriver, point barre. Et Olay, triste de détruire ses créations, et les nains se sont animés d'eux-mêmes, vraiment en regardant Olay, ne voulant pas être détruit. À ce moment-là, en fait, Eru Ilúvatar a eu pitié d'Olay et a insufflé une âme, un féa, le féa au nain, et a accordé à Olay que ceci fasse partie de sa création, de la création du monde, de la création de l'univers, mais ils devront juste apparaître après les premiers-nés, donc après les elfes. Morgoth, c'est un peu le même merdier. Ce qui à mon avis, ce qui rend la théorie des elfes transformés et mutilés par Morgoth très cohérente. Parce que il ne peut rien créer, il ne peut que pervertir. Il ne fait que pervertir, il ne crée pas. C'est comme les orques, c'est une perversion quelque part des aigles géants. Les dragons, pardon, c'est une perversion des aigles géants, par exemple. Avec une partie création quand même, parce que c'est de la chair de Morgoth qui sont créés à l'origine. Donc j'ai bien aimé cette discussion, vraiment en mode gros clash sa mère, tu vas faire quoi? J'ai trouvé ça très sympa. Tiens, mais j'ai deux images, j'ai pas fait gaffe. Donc j'ai trouvé ça très sympa. D'accord, donc c'est en doublé, d'accord, pas de soucis. Ensuite, l'après-combat, que j'ai bien aimé aussi, vraiment la discussion entre Isildur et Elendil. J'ai bien aimé leur développement de personnage. On a vraiment le Isildur qui commence à être fier de son fils, et Elendil, enfin Isildur qui commence à être fier, Elendil qui commence à être fier de son fils, pardon, et Isildur qui cherche une approbation de son père. Le cheval Bérec, le cheval de Isildur qui commence à avoir peur, parce que il ressent la vibration dans le sol, parce qu'à ce moment-là, nous avons le tavernier, l'aubergiste du coin, qui utilise la clé, clac, qui utilise l'épée pour activer un espèce de barrage chelou, et du coup le cheval commence à péter un boulon, et Elendil qui arrive, il commence à lui parler en elfique pour le calmer, gros parallèle à Aragorn, mais bon, comme c'est un Numénorien et que ceux-ci ont un gros contact encore avec la nature, et bref, c'est un Numénorien du clan des fidèles, tout ça, donc il est encore fidèle aux elfes, à la magie elfique, tout ça, donc c'est logique. Donc j'ai bien aimé, c'était assez sympa. Mais leur relation entre les deux évolue, et ça me plaît beaucoup. La discussion entre Alandir et Theo, encore une fois, qui parlait du fait que quand il avait l'épée, il se sentait beaucoup plus puissant. Et que du coup, il passe l'épée à Theo en disant à toi de la planquer ou de la détruire. Sauf que quand Theo, avide de voir l'épée, retire le torchon, c'est une hache. Genre personne ne s'est dit juste avant de vérifier que l'épée, c'était pas l'épée. Genre ils sont tous cons. Sans déconner. Alandir, il donne l'épée dans le torchon, enfin la hache plutôt dans le torchon qui pensait être l'épée à Theo, et c'est Theo qui découvre que c'est pas l'épée. Genre Alandir n'a pas pensé une seule seconde, ou Bronwyn n'a pas pensé une seule seconde à se dire regardez, ou même Galadriel. Même pas ils ont chopé Adar, ils ont pas fait tiens on va regarder si c'est ça. Ils sont cons dans la série ou c'est moi? Parce que je veux bien que dans l'énergie de la bataille, que tu oublies des trucs, tout ça, que dans l'énergie que tu dégages, bref, tu te dis merde, on n'a pas vérifié, mais quand même, ça n'a pas de sens. Alandir est une fraude, ça fait depuis les trailers que les rageux avaient raison en fait. Non, alors moi Alandir j'aime beaucoup, Ismael Cruz Cordova fait un excellent travail d'acting avec ce personnage. J'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup. Dans l'épisode, ils disent il a les mêmes yeux que son père, paraît-il. Non, c'est indiqué nulle part ça dans l'épisode. Alors en VF, je sais pas s'ils ont sorti une connerie comme ça, mais en VO, à aucun moment. Ah si, par rapport à Albrand et Theo. Ok, non, aussi, par rapport à Isildur et Elendil. Oui, parce qu'à un moment donné, au début de l'épisode, elles disent qu'Isildur sort du bateau pour voir la terre, parce qu'il veut voir la terre de la Terre du Milieu en premier, et il discute avec Galadriel, et en discutant avec lui, elle se rend compte que Elendil est votre père. Vous avez les mêmes yeux que lui. Ouais, c'est au début de l'épisode. Donc oui, il y a cette phrase là. Arrondir le boss. Ça n'aurait rien changé de vérifier car l'aubergiste était déjà parti avec l'épée. Oui, ça aurait rien changé, mais ça aurait pu apporter peut-être vraiment une surprise une plus grande surprise. Vraiment un truc du putain, mais merde, où est l'épée? Où elle est? Et puis ils ont les éclaireurs partout, sauf que les éclaireurs, du coup, genre, ils arrivent trop tard. On aurait pu avoir une scène du genre, la cavalerie remonte à Ostirith, des éclaireurs arrivent là-bas, et ils voient le mec qui est en train de faire l'action, et trop tard. Le barrage se brise. Au niveau drame, au niveau ambiance, au niveau suspense, ça aurait été encore plus fort.
Genre, le mec, il est où, putain? Voilà. Mais merde, faut choper l'épée, envoyer des éclairs dans toutes les régions, envoyer des gars au Styris, peut-être qu'il y a des mecs là-haut, et il l'envoie, et à ce moment-là, le gars l'a planté, clac, le barrage s'ouvre, et là, déferlement de la flotte. Parce que j'aurais trouvé ça beaucoup plus cohérent. Parce que là, c'est juste, bah tiens, hop, regarde, hop. C'est incohérent, c'est pas logique. C'est pas logique, les personnages peuvent pas être aussi cons. C'est pas possible. Ça me paraît impossible. Et bien sûr, le climax de fin, donc la montagne du destin qui rentre en éruption. Parce que oui, c'est la montagne du destin. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, oh, c'est quoi cette montagne, tout ça, mais ils ont pas compris que c'était la montagne du destin, the montagne du destin. Qui sera renommée plus tard, qui sera renommée par la suite par les Gondoriens en Amon Amarth. Le monde de l'enfer, quoi, en gros. Si je me rappelle bien la traduction. Amon Amarth, qui est le nom d'un groupe de métal scandinave. D'un groupe de métal viking. Très bon groupe d'ailleurs que j'aime beaucoup écouter. Amon Amarth. The Deceiver! Deceiver of the Gods! Pour ceux qui ont la rêve de la musique. Ça aurait pu rajouter de la tension dramatique, c'est pas faux. Voilà, c'est pour ça. Donc les scénaristes sont pas trop fait chier, j'ai l'impression quand même sur cette scène-là. Mais le bergiste était à pied en vrai, donc ils auraient peut-être pu l'intercepter en vrai. Oui, voilà, il y a plein de choses qui auraient pu se faire peut-être. Oui, sauf qu'il y en a un qui a les yeux marrons et l'autre vert. Oh, ça va, c'est bon la mouette. Il y a suffisamment... C'est pas incohérent du tout. Il n'y a pas suffisamment d'incohérence et d'illogisme dans cette série. Absolument pas. On s'en fout, c'est les acteurs, on comprend, il faut faire un effort. De toute façon, les Numénoriens ont les yeux gris, pour commencer. Ah, ils ont les yeux gris, les yeux bleus, les yeux verts. Ils ont principalement les yeux gris. Je disais, l'épée de Hadar est particulière, jette un oeil. Bah, l'épée de Hadar, c'est la même épée que Galadriel, hein, au début de la série. Sauf qu'elle est un peu défoncée. C'est les épées elfiques, ils ont tous fait le même modèle. Pour les armes, ils sont vraiment très simplifiés dans cette série. Alors, pour chaque peuple, ils auront le même modèle. Ouais, mais non, c'est beaucoup plus subtil que ça, les gars, s'il vous plaît. Monsieur Chat. Mais bon. Le climax de fin qui nous fait clairement comprendre que si les mecs... En fait, il y a un truc que j'ai pas compris quand même dans cette scène-là. C'est que si aucun orc, si personne n'avait eu l'idée de faire... Si personne n'avait eu l'idée de creuser des canaux pour faire transférer la flotte, elle ne serait jamais arrivée à la montagne du destin en ne créant jamais ce phénomène. Donc en fait, la clé ne servirait à rien s'il n'y avait pas de canaux. Voilà, ça c'est l'incohérence du truc pour moi. C'est-à-dire qu'il y a une clé, ok, mais ça veut dire que s'il n'y a pas de canaux pour faire circuler la flotte, la montagne du destin, t'oublies. C'est complètement con. Enfin, je trouve ça complètement con, personnellement. Ça, si les orques sont pas là pour creuser des trous et faire des canaux, pas de volcan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça complètement con. En tout cas, l'explosion est totalement cohérente. Il y a un abonné qui avait fait ses petites recherches ou ça qui nous a envoyé ça. C'est un vrai truc qui fonctionne réellement. L'explosion totalement vraie, parce que ça s'appelle une éruption phréatogmatique ou une éruption magmatophréatique. En gros, c'est genre la lave et l'eau en se mettant ensemble. Donc c'est dû aux nappes phréatiques des sols enneigés ou englacés. Merci du follow à Maury de Sévérac. Bienvenue parmi nous. Bienvenue sur le Twitch. Donc voilà. Le contact de l'eau et de la lave engendre un choc thermique qui provoque la vaporisation de l'eau, augmentant la pression interne du volcan, qui produit alors des explosions d'indices d'explosivité volcanique supérieurs à des éruptions déroulées dans des conditions non hydratées. Donc en fait, l'explosion qu'on a dans la série est scientifiquement putain de cohérente. Et ça fait plaisir. Parce que comme l'univers à l'intérieur du milieu, je le répète encore, est un univers qui est quand même très réaliste, malgré ses côtés magiques, et bah ça c'est une excellente idée. Ça par contre, les scénaristes ils ont trouvé une idée vachement cool. Et ça, je leur dis chapeau. Ça je leur dis chapeau. C'est une façon très simple de faire péter le volcan. J'aime beaucoup. Le volcan pète parce que la lave. Voilà, moi ça, parce que la lave et la flotte entrent en contact. Et ça j'ai trouvé ça super intéressant et ça c'est très très malin. Par contre il y a quand même un truc qui me fait doucement hurler. C'est ça. Fatching à combattre à vos côtés m'a fait ressentir des choses, des émotions que je n'avais pas ressenties depuis un moment. Moi aussi je l'ai ressenti. Putain, c'est quoi cette scène à la con? Vous voulez faire une romance entre Galadriel et Halbrand? Vous voulez qu'on vous encule? Vous êtes tarés ou quoi? Y a pas... Alors, une bromance, je veux bien. Une amitié qui se développe, ok. Mais le pauvre Celeborn,
hein, qu'on voit toujours pas dans la série hein, pour l'instant, il apparaîtra dans la série suivante. Celeborn qui normalement à cette époque-là est déjà marié avec Galadriel et ils ont déjà leur fille, dans mon souvenir. Mais ils parlent du mal qu'ils ont vaincu ensemble. Non, ils parlent pas du mal qu'ils ont vaincu ensemble. Ça, c'est dans la VF, Elrohir. Regarde en VO, s'il te plaît. Parce que en VF, on te fait clairement ressentir. Ça c'est la phrase. If I could just hold on to that feeling. Si je pouvais tenir encore ce sentiment, je me trompe pas. Bind into my very being, then I feel it too. Hein, excusez-moi, mais même en VO, non, j'ai pas souvenir de ça en VO. À revérifier, je peux peut-être me tromper, Elrohir. À revérifier, de toute façon, les gens dans le TikTok, sur YouTube, vous me redirez ça. Vous me dire ça dans les commentaires, mais j'ai pas eu tout souvenir qu'ils parlent du mal en lui-même. Ils ont changé les dialogues dans la VF. Bah oui, quand déjà dans la VO, ils vous parlent d'un jour de voyage et que derrière, ils vous modifient par 4 jours de voyage, oui, ils ont changé. Il y a beaucoup de choses qui changent entre la VO et la VF, hein, ce qui est vraiment aberrant. Merci Samy Lerari du follow, bienvenue parmi nous, bienvenue sur le Twitch. Je pense que le sentiment qu'il partage, c'est pas de l'amour ou quoi que ce soit qui ressemble. Oui, moi aussi je pense que c'est pas ça, mais n'empêche que la scène est cringe. Elle est bizarre. Les gens assez simples vont juste se dire, et qui n'ont pas vu les films tout ça, ils vont juste se dire, hey, il y a une histoire d'amour. Voilà, ils vont pas chercher plus loin. C'est pas des sentiments amoureux, c'est juste impossible, rassurez-vous. Mais évidemment que c'est impossible. Mais n'empêche que ça fait porter à confusion. Ça fait porter à confusion. Merci du sub, camarade. Mais ils ont cherché à détruire le mal depuis très longtemps, et ils arrivent tous les deux à vaincre le mal. Ils ont donc ressenti la même chose. Oui, je suis d'accord, Elrohir. Je voulais arriver à ce point-là. Elrohir, là-dessus, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison là-dessus. D'ailleurs, merci encore une fois du follow. Qui a follow encore? Samy Lerari? Mais non, j'ai déjà fait. Ah non, merci Brett Machine du follow. Et merci aussi du sub, du coup, camarade. Les gens du TikTok, venez sur Twitch. Le lien est dans la bio. Donc, effectivement, non, elle est pas cringe. Il y a juste un sens caché. Oui. Mais, enfin, si, quand même, il y a certaines scènes qui sont quand même cringe, de toute façon, dans l'épisode. Encore une fois, il y a des moments où tu fais assez cringe de la part de Galadriel. Toujours présent. Ce qui est dommage. Mais bon. Ah oui, bon, on verra ça plus tard. Donc du coup, bref, voilà. À part ça qui m'a fait poser des questions sur le moment, tu fais quoi? Et puis après, analyse. Effectivement, il parle du mal, tout à fait. On est d'accord là-dessus. Mais j'ai jamais dit que c'était qu'ils étaient forcément amoureux. Attention. Il dit juste, ça fait porter à confusion. Parce que les gens qui font pas attention vont juste se dire, ils sont en train de tomber amoureux, c'est pas possible. Donc en fait, effectivement, on nous parle principalement du mal qu'ils ont vaincu ensemble. On espère vraiment que c'est pas de l'amour. Normalement, ça devrait pas l'être. Oui, mais Filklard est belle sur ce plan, donc bravo. Ah oui, sur ce plan, l'actrice, enfin Galadriel, ressent encore plus magnifiée. Parce que tu sens qu'elle est détendue, qu'elle pense avoir vaincu quelque chose. Là où quand même, dans les plans d'après, où il y a le volcan qui lui arrive dans sa gueule. Bon. Alors quand même, j'ai du mal à croire que les gens puissent survivre. Hein? Que les gens puissent survivre à une fucking nuée ardente. Parce que c'est une nuée ardente là qui lui arrive dans la gueule. Nuée ardente, ça arrive à près de 200, 300, voire 500 km par heure, ce qui est ultra rapide, et ça crame tout sur son chemin. On en parle de la ville de Pompéi? Nuée ardente, tout ça? Donc à moins que leur nuée ardente soit vraiment du pipi de chai, donc dans ce cas-là, les gens ne peuvent pas vraiment cramer, ok? Mais là, c'est trop bizarre. Hein? Non. Hello, salut Matthew. Galadriel paraît fade dans le Seigneur des Anneaux du coup. Parce que la Galadriel du Seigneur des Anneaux a l'équivalent de 60 ans en âge humain et a surtout environ 8000 ans d'existence. Elle est âgée. C'est pas âgée pour les elfes. Elle est devenue extrêmement sage. Non, tu fais pas tes griffes là-dessus ou je t'encule. La petite chat. Je t'aime, hein, mais tu fais de la merde. Donc, oui, c'est très différent. En tout cas, dans l'ensemble, cet épisode m'a quand même vachement plu, plus que les autres. On sent qu'il y a un bon gros développement au niveau de tous les personnages. L'action était cool, mais quand même molle. L'action était cool, mais quand même molle. Mais j'ai quand même bien aimé. Il y a des évolutions de personnages relativement intéressantes. Le climax de fin m'a beaucoup plu. Le fait qu'en faisant mes recherches, c'est surtout vous, grâce à vous les abonnés, les abonnés du coup, m'avez mis ça sur le Discord. D'ailleurs, venez sur le Discord parce qu'on a un channel exprès qui sert pour le spoil. Donc si vous voulez venir discuter, venez sur le Discord. Le lien est dans la bio.
Le lien est encore en description pour YouTube. Et vous, c'est en dessous aussi pour le chat. Donc ça m'a beaucoup plu. Merci à vous pour vos recherches, tout ça. Ça permet d'en apprendre beaucoup plus. Et voilà. Et l'épisode m'a quand même vachement plu. Comparé à l'épisode 5 qui lui m'avait vraiment énervé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, encore une fois, je lirai ça avec curiosité et avec envie, bref, on pourra en discuter. Venez sur Discord pour en discuter encore plus, et à mettre un j'aime, à partager la vidéo bien sûr, comme d'habitude, et à venir me rejoindre sur Twitch pour discuter à chaque fois des épisodes pendant toute la semaine, parce que je suis en live tout le temps. Voilà, enfin presque tout le temps. Donc voilà, j'espère que cette analyse et ces avis vous ont plu. En théorie, je vais vous donner ma théorie, parce que... Non, je vais pas parler de théorie, on va pas donner de théorie, parce qu'il y a déjà le teaser qui est sorti, donc je vous laisserai regarder le teaser de l'épisode 7, tranquillement. Je n'aurai pas de théorie aujourd'hui. Mais voilà. Donc des bisous à tous, c'était Galetor des Peuples d'Arda pour vous servir. Namalier.